À quoi renonceriez-vous pour garder la seule chose qui n'aurait jamais dû vous appartenir et si y renoncer était le seul moyen de prouver que vous la méritiez? C'est l'histoire d'une femme qui a restauré un manoir en ruine et d'un homme qui n'avait pas compris qu'il avait lui aussi besoin d'être sauvé, et elle montre que l'attente même lorsqu'elle fait mal peut absolument en valoir la peine. Le matin où Eleanor Vos arriva à Whitmore Hall, la grille de fer était restée ouverte, rongée par la rouille, et l'allée était couverte de feuilles mortes que personne n'avait pris la peine de balayer. Elle resta assise derrière le volant de sa voiture de location et contempla la maison pendant un long moment. 3 étages. Une architecture géorgienne. Une aile droite qui s'affaissait clairement. Et quelque part derrière ces hautes fenêtres, un homme qui avait déjà décidé de démolir tout ce pourquoi elle s'apprêtait à se battre. Eleanor avait 34 ans et était la meilleure spécialiste de la préservation architecturale d'Édimbourg. Elle avait sauvé une filature textile victorienne, une jetée effondrée à Aberdeen et une chapelle baroque que la moitié de la ville avait déjà réduite à l'état de gravat. Elle n'avait jamais échoué devant un bâtiment. Elle avait, en revanche, échoué dans un mariage. Et le calme de la campagne écossaise à l'automne 2019 ressemblait de façon inconfortable au silence qui avait rempli son appartement dans les mois qui avaient suivi le divorce. Trop d'espace. Trop de temps pour penser. Elle attrapa son sac et descendit de voiture. Daniel Whitmore ouvrit la porte d'entrée avant qu'elle puisse frapper. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé d'après les photographies du dossier juridique. Des cheveux sombres qui avaient besoin d'être coupés. Une mâchoire crispée de cette manière particulière qu'ont les gens qui ont déjà pris leurs décisions et attendent, avec une patience décroissante, que le reste du monde les rattrape. Il la regarda comme on regarde quelqu'un qu'on n'a pas demandé. Sa grand-tante avait légué le domaine à un organisme de préservation, à une condition, l'organisme disposait de 18 mois pour évaluer la viabilité d'une restauration. Si Eleanor déclarait le projet viable et obtenait le financement, la maison serait sauvée. Si elle le déclarait perdu, la propriété reviendrait à Daniel, et il pourrait enfin la vendre et clore le chapitre de l'histoire familiale qu'il semblait vouloir très fortement refermer. Il lui proposa du thé dans une cuisine où 3 dalles du plafond étaient tachées d'eau et où une fenêtre était scellée avec une bâche plastique et du ruban adhésif. Elle accepta le thé et ne fit aucun commentaire sur le plafond. Ils établirent rapidement les règles. Elle aurait un accès complet à la propriété. Il resterait dans l'allée, qui était structurellement saine, pendant qu'elle mènerait son évaluation. Elle ne lui demanderait pas de participer. Il n'interférerait pas dans son travail. Il accepta tout avec l'efficacité d'un homme qui voulait que son travail soit fait et terminé. La première semaine, elle documenta les dégâts. La deuxième semaine, elle commença à comprendre la maison. La troisième semaine, elle comprit que la maison avait été aimée profondément, obsessivement, continuellement puis abandonnée d'un seul coup, comme si quelqu'un s'était simplement arrêté au milieu d'une phrase. Elle trouva des croquis botaniques encadrés dans le couloir de l'étage. Des étiquettes de plantes manuscrites dans la serre, encore lisibles. Un petit salon de musique où quelqu'un avait laissé des partitions ouvertes sur le pupitre, les bords brunis par l'âge mais les pages encore intactes. Elle ne vit pas beaucoup Daniel pendant ses premières semaines. Il travaillait à distance pour un cabinet d'architecture londonien, ce qui lui parut ironique étant donné ce qu'il voulait faire de ce bâtiment. Il mangeait seul. Il parcourait le parc en début de soirée, toujours le même chemin le long du mur ouest, les mains dans les poches de son manteau, le regard posé sur rien de particulier. Ils commencèrent à parler par accident. Elle se trouvait sur une échelle dans la bibliothèque un soir, cataloguant l'état des rayonnages supérieurs, lorsqu'elle l'entendit entrer à la recherche d'un volume précis. Il ne lui demanda pas de bouger. Il attendit. Elle descendit de l'échelle et trouva le livre pour lui en moins d'1 minute. Il la regarda avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de la surprise, mais qui s'en approchait. Ils parlèrent du livre. Puis de la bibliothèque. Puis de la logique structurelle de la pièce, qui était meilleure qu'elle n'en avait l'air, et Daniel dit quelque chose de techniquement précis sur les murs porteurs qui la fit s'arrêter et le regarder vraiment pour la première fois. Elle lui demanda dans quoi il était spécialisé au cabinet. Il lui répondit, la réutilisation adaptative des structures historiques. Elle ne dit rien pendant un moment.
Il regarda par la fenêtre et dit, doucement, que c'était différent quand il s'agissait du bâtiment de quelqu'un d'autre. Les choses changèrent après cela. Pas de façon spectaculaire. Juste légèrement, comme une porte qui a toujours été coincée et qui finit enfin par bouger sur ses gonds. Ils commencèrent à dîner dans la cuisine 2 ou 3 fois par semaine. Les conversations avancèrent lentement au début, professionnelles, prudentes. Puis ils se mirent à parler d'autre chose. De l'étrange chagrin qu'il y a à hériter d'un lieu où l'on n'a jamais vécu. De ce que signifie sauver quelque chose, par opposition à en préserver l'illusion. De son divorce à elle, qu'elle mentionna une fois, brièvement, et sur lequel il n'insista pas. De sa mère à lui, morte lorsqu'il avait 12 ans, dans cette maison, et que sa grand-tante avait essentiellement remplacée, et dont la mort 3 ans plus tôt avait déclenché le compte à rebours de son besoin d'en finir avec Whitmore une bonne fois pour toutes. Ce fut alors qu'Eleanor commença à comprendre. La maison n'était pas seulement une complication juridique pour lui. C'était un lieu où tous ceux qu'il aimait avaient fini par disparaître. Rester signifiait se souvenir. Vendre signifiait être autorisé, enfin, à s'arrêter. Elle comprenait ce genre de logique. Elle avait déménagé à Édimbourg après le divorce précisément pour se trouver quelque part qui ne contenait rien de son histoire. Elle comprit aussi, avec une clarté qui l'effraya un peu, qu'elle commençait à attendre avec impatience les soirées dans cette cuisine froide, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le bâtiment. En novembre, le comité préliminaire de financement de l'organisme visita le domaine. Eleanor donna son évaluation, la structure était plus solide qu'elle n'en avait l'air, l'importance architecturale était indéniable, les coûts étaient élevés mais justifiables. Elle recommanda une restauration complète. Le comité fut encouragé. Daniel était assis au fond de la pièce pendant sa présentation et ne dit rien. Ce soir-là, il ne vint pas à la cuisine. Le lendemain matin, elle le trouva dans la serre, debout parmi les plantes mortes et les étiquettes manuscrites. Elle faillit le laisser seul. Au lieu de cela, elle entra. Il lui parla de la femme qui avait écrit ces étiquettes. Sa grand-tante Clara. Celle qui avait passé 60 ans à s'occuper de ce domaine après en avoir hérité d'un mari qui préférait les clubs londoniens à la campagne écossaise. Celle qui avait dit à Daniel, lorsqu'il était enfant, qu'un lieu se souvenait des personnes qu'il avait aimées. Puis il dit à Eleanor quelque chose qu'elle ignorait. Clara avait écrit à l'organisme de préservation 3 ans avant sa mort, alors qu'elle était déjà malade. Elle avait expressément demandé que l'organisme envoie quelqu'un de jeûner, comme Clara l'avait écrit dans la lettre, quelqu'un qui avait récemment perdu quelque chose et pourrait comprendre ce que signifie essayer de le récupérer. Le directeur de l'organisme avait dit à Eleanor qu'elle avait été choisie pour son expertise. Ce qui était également vrai. Mais ce n'était pas toute la vérité. Eleanor resta parfaitement immobile dans la serre et repassa les 2 derniers mois dans sa tête. Clara ne l'avait pas choisie au hasard. Clara avait lu son parcours professionnel, oui, mais aussi une interview qu'Eleanor avait donnée après le divorce, dans un magazine d'architecture, où elle avait expliqué que travailler avec de vieux bâtiments l'aidait à croire que les choses brisées pouvaient encore devenir quelque chose d'entier. Clara l'avait fait venir précisément elle. Et Daniel le savait depuis le premier jour d'Eleanor. La colère arriva vite. Elle sortit de la serre, retraversa la maison jusqu'à son bureau temporaire dans l'allée, et referma la porte avec plus de force qu'elle ne l'avait voulu. Elle se sentit manipulée. Disposée. Comme une pièce dans le plan de quelqu'un d'autre. Elle envisagea sérieusement d'appeler le directeur de l'organisme et de se retirer du projet. Elle avait assez de documentation pour transmettre l'évaluation à un collègue. Elle pouvait être à Édimbourg à la tombée de la nuit. Elle resta assise à son bureau pendant longtemps. Puis elle pensa au salon de musique. Aux partitions ouvertes. Aux étiquettes botaniques écrites de la main de Clara. Elle pensa à ce que Clara avait réellement fait, trouver 2 personnes qui avaient cessé de croire que les choses qu'elles aimaient pouvaient être réparées, et les placer dans une maison qui prouvait chaque jour le contraire, si elles acceptaient de regarder. Ce n'était pas de la manipulation. C'était un acte d'espoir extraordinaire et légèrement interventionniste. Elle était encore en colère. Mais elle comprenait. Elle ne partit pas. Elle et Daniel ne se parlèrent pas pendant 4 jours. Il respecta la distance sans qu'on ait besoin de le lui dire. Elle le remarqua aussi. Lorsqu'ils finirent par parler,
C'était tard un jeudi, et il vint à la porte de son bureau, s'appuya contre l'encadrement et dit qu'il était désolé de ne pas lui avoir dit. Il dit qu'il n'avait pas su comment faire, puis que cela avait duré trop longtemps, et qu'il avait eu peur que si elle le savait, elle parte, et qu'il n'avait pas voulu qu'elle parte. Il dit cette dernière partie au sol. Puis il la regarda. Elle lui demanda ce qu'il voulait qu'il advienne de la maison. Une longue pause. Puis il dit qu'il ne voulait plus la vendre. Qu'entre octobre et maintenant, quelque part, il avait cessé de le vouloir. Mais il ne savait pas ce qu'il voulait à la place. Et cela l'effrayait. Elle dit qu'elle connaissait exactement cette sensation. En janvier, le consortium de financement fit son offre officielle. La restauration prendrait 4 ans. L'organisme gérerait le projet. Et il voulait qu'Eleanor le dirige, ce qui signifierait déménager, au moins à temps partiel, pour toute la durée. Elle avait 72 heures pour décider. Elle savait ce qu'elle voulait répondre. Le problème était qu'elle n'était pas certaine de le vouloir pour les bonnes raisons, ni même de savoir si les bonnes raisons comptaient encore, ou si elle avait passé tellement de temps à être prudente et correcte qu'elle avait oublié ce que cela faisait de choisir quelque chose simplement parce que c'était là qu'elle voulait être. La deuxième nuit de ces 72 heures, Daniel frappa à sa porte et lui demanda si elle voulait marcher dans le parc. Il faisait froid. Ce genre de froid qui rend tout net et clair. Ils longèrent le mur ouest, son trajet habituel, et elle comprit pour la première fois pourquoi il le faisait de cet angle. Dans la bonne lumière, la façade sud de la maison ressemblait exactement à ce qu'elle avait dû être 100 ans plus tôt. Parfaite. Intacte. Il lui dit qu'il avait appelé le directeur de l'organisme cet après-midi-là. Il leur avait dit que, quelle que soit la décision d'Eleanor, le domaine n'était plus à vendre. Il allait participer à la restauration, non pas comme propriétaire, mais comme architecte consultant. Il avait déjà parlé à son cabinet. Elle le regarda. Il dit qu'il fallait qu'elle sache qu'il avait pris cette décision avant de savoir ce qu'elle choisirait. Ce n'était pas une condition. Ce n'était pas un moyen de la garder là. Il pensait simplement qu'elle méritait de savoir que la maison serait entretenue dans tous les cas. Et ensuite il ne dit plus rien. Il ne demanda rien. Il ne se pencha pas vers elle. Il resta debout, les mains dans les poches de son manteau, dans l'obscurité hivernale, et lui laissa le silence. Elle dit oui. Au projet. Et puis, après un temps, à tout le reste que ce mot était assez vaste pour contenir. Il sourit de cette manière lente propre à quelqu'un qui ne s'est pas autorisé à espérer quelque chose depuis très longtemps. La restauration de Whitmore Hall prit 4 ans et 3 mois. Eleanor dirigea le projet depuis Édimbourg, avec 6 semaines sur place chaque trimestre. Daniel montait de Londres la plupart des semaines où elle était là. La deuxième année, il fut transféré dans un bureau de Glasgow. La troisième année, il ne faisait plus les trajets. Le salon de musique fut achevé au printemps de la 4e année. Un pianiste du conservatoire local vint jouer lors de l'inauguration. La partition qui se trouvait sur le pupitre, un impromptu de Schubert, avait été soigneusement préservée et remise à sa place. Le soir de l'inauguration, après le départ des invités, Eleanor se tint au centre de cette pièce et écouta le silence particulier d'une maison qui a été rendue à elle-même. Daniel vint se placer près d'elle. Il lui prit la main sans en faire quelque chose, comme on le fait lorsque quelque chose est décidé depuis longtemps. Le hall ouvrit au public l'automne suivant. Dans le livre d'or, sur la première page, quelqu'un de l'équipe de l'organisme avait écrit le nom de Clara Whitmore. En dessous, avec le temps, des milliers d'autres ajouteraient le leur. Eleanor et Daniel se marièrent dans le jardin au mois de juin suivant. Petite cérémonie. La serre avait alors été entièrement restaurée, les plantes repoussant lentement dans leurs plates-bandes étiquetées, exactement comme autrefois.